Bonjour, donc je m'appelle Hélène Augereau. Je suis donc éducatrice sur le SAIS, donc qui est un service d'aide à l'acquisition et à l'autonomie et à l'intégration scolaire. Donc on s'occupe plutôt des jeunes enfants de 6 à 18 à peu près, donc qui ont une notification pour une déficience visuelle, un handicap visuel. Donc, dans ma vie d'avant, j'ai été opticienne aussi, spécialiste basse vision. Et donc voilà, aujourd'hui, on nous a demandé d'intervenir pour vous parler un petit peu du handicap visuel. Il faut savoir qu'il y a 80% des informations qui passent par la vue, ce qui est assez en fait énorme. On ne s'en rend pas compte, mais voilà, quand on ne l'a pas forcément, ça pénalise. Et du coup, j'avais un peu envie de vous interpeller pour vous demander, pour vous, c'est quoi bien voir en fait? Qu'est-ce que ça vous permet de faire, de bien voir dans votre quotidien en fait? Ouais, déplacer. Ouais, c'est ça. Les repères dans l'espace. En fait, on a tout ça. On lit, on se déplace, on observe les autres, on s'oriente, on peut éviter des chutes parce que voilà, comme on appréhende l'environnement. Et voilà, et ben ça voilà. Voilà, ça fait pas, ça c'est important. Ça permet effectivement au niveau du moral justement. Enfin voilà, on vit avec les autres, on partage, on prend les couleurs, on prend les jolies choses. Donc quand on est déficient visuel, on passe à côté de ces choses-là. Et, et du coup, il faut compenser. Je vous fais juste, on a mis l'œil là sur le power, c'est juste pour vous expliquer. Je peux me déplacer avec le micro. Juste en fait, pour dire que l'œil, c'est un bel appareil photo, simplement. On a l'information qui arrive par là, elle va traverser la cornée, le cristallin, l'humeur aqueuse, pour arriver sur la pellicule, sur l'écran de cinéma derrière, qui est la rétine, simplement. Et en fait, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, c'est là où ça ne marche pas. Donc, la déficience visuelle, elle peut venir de différents endroits. D'une altération au niveau de la cornée, la première partie qui est protectrice. Ça peut venir aussi au niveau pupille ou rétine, des problèmes de pigmentation, des problèmes de dilatation. Le cristallin, qui lui est une lentille et qui peut s'opacifier, donc du coup qui ne va pas laisser passer la lumière, donc la transparence. Et la rétine, si elle est abîmée, si elle est déchirée, c'est comme un écran de cinéma où vous projetez un film. Si l'écran il est déchiré, s'il y a des trous, on n'a pas toutes les infos en fait. Comme là, ils l'ont pas mis, mais il y a la macula. Vous avez sûrement entendu parler de la DMLA, qui est une pathologie en grande expansion. Et voilà, quand ça s'abîme, ça altère la vision. C'est plutôt pour vous donner un petit peu les principes de quelques notions de l'œil. Donc la déficience visuelle, c'est quoi? C'est mesuré par deux choses. Il y a la malvoyance et la non-voyance. Ce sont deux choses différentes.
Et c'est mesuré par 2 critères principaux, l'acuité visuelle et l'état du champ visuel. Donc l'acuité visuelle, c'est quand vous avez été chez l'ophtalmo et puis qu'il vous dit vous avez 5 dixièmes, 8 dixièmes. Donc même si on a 8 dixièmes, on va dire, voilà, on a un défaut visuel, mais ce n'est pas une déficience visuelle. Pour parler de déficience visuelle, faut arriver à 1 dixième. En fait, quand on arrive vraiment à 1 dixième, là, on va parler de déficience visuelle modérée. Ça va être assez simple. Je sais pas si je connais pas mon power, donc je vais vous parler comme ça. Après, on a la déficience visuelle grave, qui va être à 1/20, mesurée à 1/20. La déficience visuelle profonde, puis après la cécité. L'Union européenne des aveugles définit la malvoyance. C'est par la définition, je vais vous la lire telle quelle, une personne dont la déficience visuelle entraîne une incapacité dans l'exécution d'une ou plusieurs des activités suivantes. Lecture-écriture, on en a parlé tout à l'heure, appréhension de l'espace, poursuite d'une activité prolongée. Donc voilà, entre autres lecture, conduite, télévision, etc. La communication, quand voilà, on interfère avec les autres. Et puis les activités quotidiennes, s'habiller, faire des lacets, monter les escaliers, enfin voilà. En plus donc de ces déficiences visuelles, on peut avoir des phénomènes qui accompagnent ce qu'on appelle les nystagmus. Vous avez peut-être déjà vu ça chez certains patients. C'est l'œil, on a l'impression qu'il bouge tout le temps. Alors ça peut être, c'est souvent latéral, peut être comme ça, mais c'est souvent de droite à gauche. C'est des mouvements saccadés. Et en fait, alors ça altère pas l'acuité, mais la fixation est juste épuisante en fait pour les personnes qui ont ça. La photophobie aussi. Tout à l'heure, je parlais de l'iris. Il y a un problème de pigmentation. Grâce à la pupille en fait qui se rétracte, là c'est pareil, c'est comme l'appareil photo, c'est l'objectif en fait, il va se rétracter, il va laisser passer moins de lumière ou il va s'ouvrir pour en laisser passer plus. Quand on a un problème au niveau de la pupille, du coup on va pas pouvoir réguler naturellement ça. Et vous avez des gens qui vont refuser de sortir dehors à cause de ça en fait. Ils vont pouvoir l'exprimer ou pas, tout va dépendre de l'âge, des pathologies qu'il peut y avoir aussi à côté. Mais ça, c'est important de le dire. Et des pores de tête aussi, ça peut entraîner des pores de tête différents. Parce que quand on est déficient visuel, suivant les pathologies, on peut voir, comme on disait tout à l'heure, en tubulaire. C'est-à-dire que il faut imaginer que vous avez juste un tube devant et qu'il faut vous déplacer comme ça. Donc autant vous dire que tout ce qui se passe à côté, c'est juste compliqué. Ce qu'il y a par terre, vous allez marcher, mais si vous n'avez pas un mouvement de cou suffisant, les chutes sont souvent importantes. On a la vision floue. La vision floue, c'est comme si, tous ceux qui ont des lunettes, comme si on était dans le brouillard tout le temps. Ça, c'est pareil, c'est en fait très fatigant. La déficience visuelle entraîne une fatigue en fait assez importante. Donc, à l'inverse de la tubulaire, on a le contraire, c'est la périphérie. D'où tout à l'heure, je vous parlais de pores de tête, parce que la vision centrale va être obstruée. Donc, du coup, la personne va décaler pour aller chercher la vision où elle en a, où il lui reste en fait des cellules visuelles. Et puis il y a la fragmentée, celle où c'est plein de petites taches sur l'écran de cinéma. C'est comme si en fait vous voyiez un film mais avec plein de petites taches noires à différents endroits. Et là c'est pareil quand vous discutez avec quelqu'un de déficient visuel. Alors quand il y a un résiduel en vision,
Vous pouvez avoir l'impression que voilà, il vous regarde, mais les expressions du visage, comme on évoquait tout à l'heure, elles vont pas forcément être toutes perçues. Quand vous l'accompagnez, alors là voilà, on en vient aux accompagnements aussi de soins qui étaient dans la demande. C'est ça, c'est que c'est la personne déficiente visuelle, ça se voit pas forcément en fait, et on l'oublie. On a tendance, ouais, voilà. Au départ, on y fait attention et on a tendance à l'oublier. Donc, on va retrouver un petit peu des items qu'on a pu entendre tout à l'heure. Quand on accompagne une personne, c'est quand on arrive se présenter. C'est pas juste bonjour. Bonjour, c'est Hélène. Je peux rentrer dans ta chambre. Je viens apporter tes vêtements. Voilà, tout verbaliser. C'est hyper, hyper, hyper important. Parce que sinon, ça peut être source d'angoisse, en fait. Donc, expliquer les gestes, quitte à les faire parfois avec la personne. Alors, c'est vrai que moi, nous, on accompagne des enfants. Donc, on est aussi voilà, dans des apprentissages. Et c'est vrai qu'accompagner, faire avec pour découvrir, parce que bah, vas-y, mets ta main là. Bah ouais, mais je mets ma main, je me dis de mettre ma main là, déjà, c'est où là? Et puis en plus, je vais toucher quoi? Enfin, c'est vraiment important de le préciser. Avoir des codes aussi, c'est-à-dire se dire bah, la porte, elle sera toujours fermée ou la porte, elle sera toujours ouverte. Mais après, le respecter. Parce que bah, ça, c'est le truc classique. La porte, on oublie de la fermer. Alors, ben, la personne, elle a l'habitude qu'arriver à tel endroit, parce que mine de rien, on prend des repères dans son environnement, on connaît un petit peu le nombre de pas, voilà, on ressent quand même des choses. Donc voilà, il y a des codes comme ça à placer et à maintenir, des repères fixes et constants. Chaque chose à sa place. C'est-à-dire que si on sait que le paquet de farine, il est là, ben, on le remet dans le même placard. Parce que ça peut vite mettre en difficulté sur la fois suivante. Prévenir aussi des signaux sensoriels qui pourraient surprendre. Si vous accompagnez quelqu'un à la douche, je vais poser un gant de toilette, il va peut-être être un peu froid, il va peut-être être un peu chaud. Attention, là, je vais faire couler de l'eau, ça risque d'arriver sur tes pieds. Voilà, tout ce qui est sensoriel, bien pensé à le prévenir. Et tout à l'heure, je parlais du vocabulaire. Oui, d'ailleurs. C'est-à-dire que voilà, je l'ai posé là. Non, je l'ai posé sur la table. Ah non, pas par ici. Non, ne va pas tout droit, on va prendre sur la gauche. C'est des efforts. Alors, voilà, on le fait, on oublie, on recommence, on se dit ah mince là, je t'ai pas bien indiqué la chose. Après, il n'y a pas de mot tabou non plus. On peut dire attends, je vais te montrer comment c'est. Eh ben oui, je vais te montrer, je te donne par exemple, moi je pense aux enfants, donc je vais te donner le livre, tu vas toucher, tu vas voir comment c'est doux. C'est pas grave. Enfin voilà, faut pas avoir non plus de tabou par rapport à ça, puisque eux, ils voient à leur façon, en fait. Si on est sur une cécité très importante ou une déficience visuelle très importante. Donc voilà, ne pas oublier quand on quitte une pièce, de prévenir aussi. Parce que la personne, elle peut continuer à vous parler ou vous solliciter. Et, ça va mettre un certain temps avant de réagir qu'on n'est plus dans la pièce. Donc ouais, déplacer les objets sans prévenir, j'en ai parlé tout à l'heure. Et faire attention à tout ce qui est objet au sol, aussi dans l'accompagnement. Et donc, quand on accompagne une personne dans un cabinet médical, le rôle, ça va être de créer la sécurité, en fait, de mettre la personne en sécurité,
Donc, forcément, on essaye de se mettre le plus près possible pour que le déplacement dans un lieu inconnu ne soit pas trop difficile, trop stressant. Souvent, sur les places de parking, de plus en plus, il existe les bandes rugueuses. Hein. Alors, on les a devant les passages piétons, quasiment tous maintenant, je pense. Sur les places de parking, il me semble que de plus en plus, on en trouve. Dans certains établissements médicaux aussi, on a la ligne au sol qui est plus épaisse, pareil, qui est rugueuse. Il y en a qui ont fait ça dans des couloirs de cliniques ou d'hôpitaux. Donc, faut s'en emparer. Faut dire, là, tu sens, tout pendant que tu la sens, enfin voilà, on va tout droit et pareil, on verbalise, on rentre dans le couloir, on va passer une porte. Pour guider une personne malvoyante ou en situation de cécité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Toujours, en fait, se mettre légèrement... Je peux bien faire... toujours se mettre légèrement en avant pour que la personne, elle puisse prendre le coude. Voilà. Et en fait, on se déplace comme ça. Parce que c'est vraiment le niveau du coude qui va donner les reliefs, en fait. C'est-à-dire que comme vous êtes un peu en avant, vous allez descendre le trottoir ou passer la marche d'un escalier, la personne, elle va le sentir à votre coude. Parce qu'à la main, on va remonter la main. Enfin, on n'est pas dans une position aussi naturelle. Donc ça, c'est vraiment important. Légèrement en avant, on prend le coude et puis après, on essaye d'avancer le plus naturellement possible. Et puis après, c'est aussi une relation de confiance de toute façon qui se crée entre le guide et puis la personne. Important de demander aussi si ça lui convient. Est-ce que tu es à l'aise comme ça? Est-ce que tu préfères que je me mette de l'autre côté? Parce qu'on n'a pas tous la même morphologie et que voilà, Après, on revient sur des techniques que j'ai entendues tout à l'heure. Hein, quand on rentre dans la salle d'attente, la décrire, indiquer où sont les toilettes s'il y a besoin, dire il y a une chaise à ta gauche, il y a la porte en face. Vraiment, la description est super importante. Rappeler au médecin quand vous accompagnez. Voilà, madame un tel, monsieur un tel a une déficience visuelle. Pas la peine de lui montrer quelque chose, un schéma, une ordonnance, enfin voilà, bien solliciter le praticien sur ça. Et puis, pareil, hein, sur le plan technique, quand il va mettre le brassard pour la tension ou attention, je vais poser le stéthoscope. Ça nous paraît tellement évident. Mais ça peut être tellement agressif. Hein. Je pense à une jeune, en plus du coup très sensible au bruit. Donc c'est vrai que c'est important de là t'entends ça. Ah oui là c'est par exemple le four qui s'est mis en route ou oui là on est en train de faire de la cuisine. Attention on va mettre le batteur en route, ça va faire du bruit. Voilà, et puis quand c'est pas une cécité, que c'est une déficience visuelle importante, mais qu'il y a un résiduel, essayer d'adapter les outils. Moi, quand j'allais en établissement, en EHPAD, ou les menus, par exemple, ou les programmes mettent des tailles raisonnables, pas des écritures toutes, certes qui sont jolies, hein, j'ai rien contre, mais en fait elles sont pas lisibles quand on a une déficience visuelle. Les couleurs, les contrastes, insister sur les contrastes. Noir blanc ça marche on va dire quasi pour tout le monde, mais il y en a on va être plus sur du jaune bleu. Les polices c'est souvent le verdana qui fonctionne bien. Et puis, voilà, c'est ça, c'est adapté. Si dans vos établissements, vous savez que voilà, il y a des personnes qui ont ces déficiences, essayez de, pour telle personne, dire on distribue pas le même menu, le même programme.
ou info. Voilà. Expliquer. Le mot, je dirais que c'est récurrent, c'est pour la déficience visuelle, c'est expliquer, expliquer. Et, et inciter la personne aussi à demander, enfin voilà, s'il y a quelque chose, demande tout de suite, parce qu'on peut oublier. Ça, c'est... J'ai essayé d'être assez rapide. Si vous avez des questions, des choses... Ah ben, puis on oublie, enfin moi j'ai une anecdote, j'ai travaillé dans un institut donc pour déficients visuels en internat avec des jeunes filles. On mettait la table avec une ado et je fais ah mais c'est quelle couleur toi ta serviette au fait? Et là je dis je crois que je viens de dire une bêtise, elle était morte de rire, elle me fait ouais je crois aussi ouais bah ouais. Bon bah écoute on va faire autrement hein. Et effectivement elles avaient des ronds de serviettes différents qu'elles reconnaissaient au toucher etc. Voilà après comme je disais il n'y a pas non plus de tabou, les gens ils ont conscience de leur déficience et voilà. Ça, c'est resté, ça, j'en tiens pour un moment, je crois. Repérage. Ouais. Bah, c'est oui, c'est vrai qu'on a envie de faire des choses qui sont jolies, artistes. Enfin voilà, hein, je dis j'ai rien contre. Moi, je m'en suis beaucoup rendu compte dans les établissements pour personnes âgées où la déficience visuelle arrive avec l'âge. Et c'est vrai que voilà, quand ils ont le programme de la semaine, enfin, quand je vois comment c'était fait, je me dis bah, s'ils n'ont pas de gens qui viennent les voir ou si les personnels de santé n'ont pas le temps de leur lire, bah, je pense que c'était même pas la peine de leur donner quoi. Ils n'en feront pas grand chose. Bonjour, donc je suis pas sûre qu'il marche. Ah d'accord, pardon. Donc je suis Sylvaine Dubreuc, je travaille au CEFIS, donc qui est la même structure que ma collègue, mais pour les enfants sourds, de 3 à 20 ans à peu près. Et donc on les suit principalement sur leur parcours scolaire et puis avec des prises en charge souvent durant le temps scolaire ou bien après ou avant. Voilà. Du coup, moi, je vais parler principalement de la surdité et des points de vigilance qu'il faut avoir quand on accompagne. Alors moi, je suis plus spécialisée auprès des enfants de par mon travail, mais on a essayé d'étendre à tout public sourd. Donc, en reprenant les thématiques qui nous ont été proposées. Donc, ah ouais, j'ai peut-être une voix qui porte pas. Je vais essayer de parler plus fort. Donc par rapport aux thématiques qui nous ont été proposées, on a repris les différents chapitres. Donc je vais commencer par l'espace et l'environnement. Donc peut-être au préalable de la prise en charge, il faut se renseigner sur d'éventuelles pathologies associées, comme Usher justement, que ma collègue connaît bien, puisque la surdité peut être associée à des symptômes de cécité progressive et de vision tubulaire, effectivement, avec différents états de vision, mais qui peuvent être, pour en tout cas la pathologie, le syndrome de Usher, c'est une vision qui va être qui va se réduire à un tube, alors plus ou moins grand, plus ou moins large, plus ou moins réduit. Parfois, c'est juste la vision au sol qui va être altérée. Parfois, c'est vraiment un tout petit tube qui reste. Donc, pour ces pathologies associées, il faut bien entendu adapter l'environnement et prendre soin
de mettre par exemple des lumières pas trop vives, parce que c'est des pathologies qui souffrent des contrastes trop forts, notamment au niveau de la lumière. La tenue vestimentaire peut être importante aussi. Si on s'habille avec des couleurs bigarrées, très vives, la personne va avoir beaucoup de mal à tenir visuellement le regard. Or, pour la surdité, c'est le regard qui va compenser, hein, c'est la vision. Donc, c'est un sens qui va être vraiment utilisé à 200%, quoi. Dans la mesure du possible, Usher réduit cette possibilité. Mais du coup, pour quand même préserver un maximum la personne, voilà, il y a des choses. Alors, il y a des sites sur Internet qui concernent la pathologie du Usher et qui détaillent bien justement tous les critères à respecter. Donc, ne pas se placer en contre-jour, faire attention aux marches, effectivement, là, du coup, reprendre un peu les codes que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire que s'il y a des marches, bien expliquer à la personne, attention, on approche d'un escalier parce que c'est des pathologies où les personnes ne voient pas au sol, hein, donc elles peuvent chuter comme ça, quoi. Tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais dans les codes, comme tu dis, en fait, il faut marquer un arrêt. Faut s'arrêter et après, voilà, là, il y a une dénivellation. C'est des techniques, en fait. On n'a pas, nous. On pense. Ouais. Là, c'est pareil, on n'a pas de Oui. Donc, le visuel peut être important aussi. Il peut y avoir éventuellement des logos sur les portes, des pictogrammes ou des photos qui peuvent indiquer à la personne effectivement où vont se trouver les toilettes, qui va lui permettre de se familiariser avec un nouveau lieu qui est souvent angoissant. Et pour les enfants, avant la visite, on peut préparer l'enfant à la visite chez le médecin, par exemple, avec des supports visuels. Ça peut être des photos du bâtiment, des photos même de la salle, si c'est possible, de la salle d'attente. Nous, c'est ce qu'on utilise au service parce qu'on a des enfants qui vont se rendre dans des lieux médicaux pour des examens, notamment des examens auditifs ou même carrément des poses d'implants. Donc on a des photos des différents endroits qui vont parcourir pour les rassurer, pour qu'ils reconnaissent. Visuellement, ça va être vraiment important qu'ils aient ces données-là. Peut-être même une photo du professionnel si c'est possible. Et puis des images qui pourraient montrer que ce soit des dessins ou même les photos, c'est vraiment idéal, mais ce qui va se passer sur son corps, peut-être quelqu'un qui est en train de régler son appareil ou des choses comme ça qui peuvent le rassurer considérablement parce que bien souvent pendant la consultation, c'est des enfants qui sont très passifs, qui subissent et qui peuvent engendrer derrière des traumatismes assez forts d'intrusion corporelle ou des choses comme ça, quoi. Pour le chapitre sur le temps, du coup, pour les enfants, on a pensé, nous, on utilise un calendrier visuel qu'on prépare avec l'enfant, avec par exemple la semaine de noter en lui disant ce sera ce jour-là, pour qu'il puisse se repérer dans le temps aussi et savoir quand est-ce que ce rendez-vous va arriver. Et puis un timer durant la séance, ça peut être intéressant, ça c'est vraiment à voir avec le professionnel, mais il existe des timers qui marquent par exemple en rouge le temps du rendez-vous, et puis la zone se rétrécit au fur et à mesure, et quand le rouge est complètement absent du cadran, c'est que le rendez-vous est terminé. Des fois, ça peut être très rassurant pour un enfant de voir le timer défiler et de se dire, bon, bah, je sais quand est-ce que d'avoir cette maîtrise des choses. Pour le chapitre sur le corps, donc évidemment, c'est des enfants qui vont avoir des appareils auditifs ou des implants, parfois des lunettes. Et nous, on est vigilant à ce qu'ils puissent garder ces appareils ou ces lunettes le plus possible. Après, il y a des examens où c'est pas possible, mais vraiment le laisser garder ces appareils le plus possible parce que c'est des éléments qui peuvent lui permettre de compenser et d'avoir, même si ce sont que des bruits, d'avoir des repères auditifs qui lui permettent de se placer dans l'espace et de savoir si quelqu'un vient derrière. C'est des éléments qui peuvent vraiment le rassurer et lui demander d'enlever ses implants ou ses appareils auditifs. Ça peut être très très angoissant là pour un enfant, mais pour un adulte également qui le manifestera peut-être moins, puisque en tant qu'adulte, des fois on s'interdit d'avoir l'air fragile peut-être.
Et puis c'est pareil, tout examen qui va demander de fermer les yeux, il faut bien avoir conscience qu'un sourd qui a les yeux fermés n'a plus aucun repère. Et parfois on n'en a pas forcément conscience et ben, pour les enfants, nous on le voit, hein, c'est très très angoissant. Donc bien prendre les précautions nécessaires si vraiment c'était indispensable, peut-être le prévenir avant. Il y a des examens visuels aussi où on met des gouttes dans l'œil de l'enfant. Ça peut être très angoissant aussi et pour un adulte également. Donc peut-être préparer ça à l'avance, le prévenir de ce qui va se passer, lui expliquer que bah, s'il y a des gouttes, oui, sa vision va se troubler, mais c'est pas grave, ça va revenir après. Enfin, parce que c'est des choses qui peuvent paraître très quotidiennes pour un praticien, mais qui peuvent être très angoissantes quand on n'a que ce sens-là pour se situer, quoi. Et puis, ben, la communication, c'est le chapitre qu'on a le plus développé, forcément. Alors, la surdité, comme la cécité, c'est différents degrés d'atteinte. Il peut y avoir une atteinte faible comme une atteinte très forte. Donc, les moyens de communication va varier. Ça peut être des personnes qui communiquent en langue des signes exclusivement, d'autres en français signé, qui est la langue des signes posée sur le français, donc qui déstructure la langue des signes, et c'est une façon de signer qui est différente, mais qui n'est pas de la langue des signes du coup. Ça peut être de la lecture labiale, ça peut être du LPC, du code, on va juste coder en appuyant le français qui va être oralisé. Donc tous ces différents modes de communication, c'est très important de savoir ce que la personne utilise au quotidien et dans quel mode elle va se sentir le plus à l'aise pour pouvoir lui proposer un rendez-vous qui se base sur cette communication-là. Donc si c'est la langue des signes, bah, prévoir un interprète, c'est indispensable pour la personne, pour qu'elle puisse vraiment comprendre ce qui va lui arriver. Et même pour un enfant, parce qu'on a tendance à se dire, l'enfant, lui, il est accompagné de ses parents, donc on ne va pas trop s'embêter. Ses parents seront là pour faire la traduction. Non, la majorité des parents d'enfants sourds ne pratiquent pas la langue des signes, et donc ça peut être très compliqué pour un enfant à gérer et pour un parent aussi de ne pas pouvoir expliquer à son enfant. Donc voilà, c'est des choses très importantes. Le mode de communication de la personne ou de l'enfant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître avant les interventions. Parler bien en face de la personne, de toute façon, c'est très important parce que quel que soit le mode de communication, la personne va essayer de compenser avec de la lecture labiale, c'est ce que font les sourds au quotidien. Et la lecture labiale, il faut que la personne soit bien en face, qu'elle articule correctement, sans faire des tonnes de grimaces, mais quand même en prenant soin de bien parler distinctement pour que la personne puisse être le plus à l'aise possible, parce que c'est des efforts constants qui sont faits et qui peuvent engendrer une grande fatigabilité, comme pour d'autres pathologies ou handicaps qu'on a vu tout à l'heure. Ne pas se placer en contre-jour, là encore, et c'est valable pour toutes les personnes sourdes, parce qu'en contre-jour, c'est très fatigant de regarder une personne alors que la lumière est vive derrière. Et souvent, en plus, elle est dans l'ombre, donc la compensation par la lecture labiale devient vraiment ardue. Si la personne ne regarde pas, il ne faut pas hésiter à l'interpeller pour lui dire « Regarde, je suis en train de te parler ». Y a des tas de moyens de s'adresser à une personne sourde parce qu'elle va être distraite par l'intervention de quelqu'un d'autre dans la pièce, ou parce que on peut la tapoter un petit peu sur l'épaule doucement, ou faire des mouvements pour qu'elle regarde, pour attirer son attention. Parce que parfois, on va peut-être couper le discours, la personne va regarder ce qui se passe à côté, on va reprendre le discours et la personne n'a pas vu que le discours reprenait et va perdre beaucoup d'informations. Et puis, oui, c'est de toute façon d'essayer de ne pas entraver le champ visuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de couper les moustaches, mais quelquefois, ça peut entraver la lecture labiale. Il y a des tas d'éléments comme ça qui sont un peu compliqués pour les sourds au quotidien et qui peuvent dire, bah oui, une moustache importante, c'est compliqué. Un masque en ce moment, très compliqué pour les sourds, donc essayer de privilégier un masque comme on m'a montré tout à l'heure là. Hop. Un masque qu'on appelle un masque inclusif qui permet de voir les lèvres. Moi j'ai ceux-là, nous on a ceux-là au service, mais je vois qu'il existe ceux-là, je ne connaissais pas. Très très pratique.
pour que la lecture labiale soit encore possible malgré le port du masque. Favoriser aussi les expressions du visage, ça fait partie de la langue des signes et ça fait partie pour les sourds de la compensation qu'ils vont avoir, c'est-à-dire qu'ils vont axer vraiment leur attention sur le visage, un visage un discours qui se veut bienveillant, il ne faut pas hésiter à le montrer sur le visage pour aussi rassurer la personne, mais parce que ça va être un des paramètres que la personne va essayer de capter pour comprendre le message. Essayer d'éliminer le bruit de fond aussi, tous les bruits de fond qu'il peut y avoir, parce qu'un appareil auditif augmente tous les bruits au même volume. Donc ça peut être très très gênant, une machine qui fait du bruit, quelqu'un à côté qui tape régulièrement ou des choses comme ça. Un petit souffle. Et du coup, souvent dans les examens médicaux, il peut y avoir des machines qui sont allumées. Bien en prendre en compte ou peut-être faire attention à ce que ce ne soit pas le cas lors d'un entretien où la personne va être gênée par ce bruit de fond et ça va encore entraver davantage le message. Je regarde un petit peu ce qu'on a noté. On peut utiliser le pointage aussi pour être plus clair, c'est-à-dire vraiment pointer, on va aller là, montrer des visuels. Vraiment, le pointage, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la langue des signes, mais que tout entendant peut effectuer pour clarifier la situation, pour que la personne sourde puisse porter son attention sur ce qui est évoqué. On peut demander aussi à la personne de reformuler pour être sûr qu'elle a bien compris, lui dire est-ce que vous avez compris, est-ce que vous pouvez me répéter ce que je viens de dire? Si vraiment la personne a compris, elle pourra le faire, parce que souvent les sourds ont tendance à dire oui j'ai compris pour pas déranger, et ils vont passer à côté d'un message parfois important. Alors parfois, oui, l'interprète en langue des signes, c'est bien, mais quelquefois, c'est pas suffisant. Il peut y avoir des sourds qui signent, mais qui ne maîtrisent pas très bien la langue des signes. Et dans ces cas-là, on peut ajouter un intermédiateur, un professionnel sourd. Alors c'est très spécifique, mais ça permet, l'interprète ne va faire que traduire le message de façon neutre. Il n'a pas le droit d'ajouter, pour la bonne compréhension de la personne, un intermédiateur sourd va pouvoir ajouter des infos et affiner le message en disant « t'as pas bien compris, je te répète d'une autre manière ». Ça peut être intéressant pour certains sourds qui vont vraiment avoir du mal à accéder au message, même en langue des signes. Et pour l'enfant, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour l'enfant, vraiment ne pas se dispenser d'interprétation en langue des signes parce que ses parents sont là. Il faut garder la présence des parents qui peut être très rassurante pour l'enfant, mais ne pas faire l'économie d'un message en langue des signes parce que souvent, on considère que les parents étant là, ils vont servir d'interprète, quoi. Et malheureusement, c'est rarement le cas. Et puis enfin, pour un enfant, il faut savoir que la langue des signes pour un enfant s'acquiert un petit peu plus tard que le français pour un sourd, puisque les enfants bénéficient d'un bain de langage permanent que les sourds n'ont pas en général. Et du coup, l'acquisition de la langue se fait un peu plus tardivement, donc ne pas hésiter à utiliser un vocabulaire très simple pour un enfant, et ajouter peut-être des dessins, des images, des gestes, même des mimes pour appuyer le discours. Et puis peut-être apprendre quelques petits signes de base comme bonjour, des choses comme ça qui peuvent rassurer la personne, même des fois la toucher profondément parce que juste pour un signe, elle se rend compte qu'on a un pas vers elle, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. J'avais des petits exemples de supports, comme par exemple l'échelle de la douleur, qui peut aider, comment tu as mal, des petits livres aussi, un petit livre qui s'appelle « Aux petits soins à l'hôpital » qu'on a découvert récemment. Mais il y a plein de petits supports, mais ça c'est vraiment des supports intéressants pour les enfants notamment, avec des images de ce que c'est qu'un examen à l'hôpital, comment ça se passe un examen quand on reste à l'hôpital, comment ça se passe, est-ce que les parents sont présents, à quel moment, enfin voilà, des petits supports comme ça qui peuvent aider considérablement à préparer une séance médicale. Voilà.